Le texte que vous m'avez demandé de commenter est un sonnet de Pontius de Thiard intitulé L'épigramme de la fontaine de Narcisse. Il s'agit donc d'un poème qui fait partie d'un recueil intitulé 12 fables de fleuve. L'idée de fleuve étant contenue dans l'étymologie du mot fontaine, puisque le mot fontaine désigne la source de manière générale. C'est un recueil qui date de 1555. Il s'agit donc aussi ici d'une fable, en ce qu'elle va être à la fois une histoire, histoire héritée de l'Antiquité, l'histoire de Narcisse, et une leçon de vie. Pontius de Thiard est un poète relativement important au XVIe siècle. Il fait partie de plusieurs cercles de poètes éminents. On pourra citer notamment le cercle de la Pléiade, qu'il va contribuer à fonder avec Ronsard et Du Bellay, entre autres. On peut aussi citer l'école de Lyon, duquel faisait partie Louise Labbé par exemple, mais aussi Maurice Sèvres. Il fait preuve d'une immense culture, et en cela il appartient véritablement au mouvement humaniste qui caractérise les penseurs et auteurs du XVIe siècle. Et avec la Pléiade, entre autres, il va participer à l'imposition de l'alexandrin et du sonnet dans la poésie française. Ici, dans son poème, il va expliciter une épigramme, c'est-à-dire une inscription, qui se trouverait sur la fontaine de Narcisse. Narcisse aime sa chère sœur jumelle. Sa sœur aussi pour lui brûle d'ardeur extrême. L'un en l'autre se sent être un second soi-même, ce qu'elle veut pour lui, il veut aussi pour elle. De semblable beauté est cette couple belle, et semblable est le feu qui fait que l'un l'autre aime. Mais la sœur est première, à qui la parque blême ferme les jeunes yeux d'une nuit éternelle. Narcisse en l'eau se voit, y pensant voir sa sœur, se penser le repaît d'une vaine douceur qui, coulée en son cœur, lui amoindrit sa peine. De lui son nom retint l'amoureuse fontaine, dans laquelle reçoit quiconque aimant s'y mire, quelque douce allégeance à l'amoureux martyr. La problématique à laquelle j'essayerai de répondre dans le commentaire linéaire de ce texte sera la suivante. En quoi cet épigramme lie-t-elle épithalame et épitaphe? Puisqu'en effet, il s'agit de l'évocation d'un épisode de la vie de Narcisse, épisode qui est sans doute moins connu que l'épisode principal, qui est sa transformation, sa métamorphose en fleur. Ici, il s'agit de ce qui précède, à savoir l'amour qui le liait à sa sœur qui va mourir. Et en cela, nous avons bien à la fois une épithalame, puisqu'il s'agit d'un poème qui célèbre, alors sans doute pas un mariage ici, pour plusieurs raisons, dont une évidente, mais au moins un amour extrême, et aussi une épitaphe, puisque la sœur de Narcisse va mourir. Je diviserai pour répondre à cette problématique le texte en 3 parties. Une première partie du vers 1 au vers 6, dans lequel on nous rappelle l'histoire de Narcisse et de sa sœur, qui sera globalement la partie épithalame de ma problématique. Ensuite, du vers 8 au vers 11, dans lequel on nous raconte la mort de la sœur de Narcisse et la consolation qu'il retrouve dans son l'image à la fontaine, qui sera globalement la partie épitaphe de la problématique. Et enfin, la troisième partie qui sera le dernier tercet et qui rappelle l'inscription sur la fontaine, qui sera globalement la partie épigramme de la problématique. Je commence ainsi le commentaire. Le poème commence immédiatement par l'évocation du nom Narcisse et l'évocation de son histoire. Narcisse aime sa sœur. En un seul hémistiche, nous avons toute cette partie qui est déjà condensé, mais l'intérêt réside évidemment dans le deuxième hémistiche, sa chère sœur jumelle, qui va montrer par l'apposition et le développement du mot sœur qui est répété par 2 adjectifs, déjà cette image différenciée qui colle beaucoup plus au mythe de Narcisse tel que nous le connaissons, le fait qu'il tombe amoureux de son reflet. Ici déjà, l'amour qu'il porte pour sa sœur est annonciateur de l'amour qu'il portera à son propre reflet, puisqu'il se reconnaît en elle, reconnaissance qui va être marquée par l'usage des adjectifs, chère qui est antéposé et donc évidemment subjectif, et jumelle postposé qui sera objectif. Le premier hémistiche du deuxième vers, sa sœur aussi pour lui, etc., va fonctionner en synergie avec le premier vers pour former un chiasme, puisqu'on a Narcisse, sa sœur pour lui. On a donc bien la figure du chiasme qui va être une figure prédominante pour le poème et qui s'explique évidemment par le fait que Narcisse tombera amoureux de son propre reflet, le reflet étant l'image inversée de soi-même. Sa sœur aussi pour lui brûle d'ardeur extrême. On note ici du coup la référence topique, le lieu commun, au lexique du feu dans le cadre de la narration amoureuse. Lexique du feu qui va être redoublé, puisque ardeur vient du verbe ardre, qui veut dire brûler,
et du coup brûler d'ardeur va avoir une résonance un peu pléonasmique ici, au moins une forte répétition. Forte répétition qui va être accentuée encore par l'adjectif extrême qui termine le vers, ainsi que par l'absence de déterminant à ardeur qui montre que cette ardeur, ce feu, est au-dessus de toute détermination possible. L'expression l'un en l'autre va permettre de résoudre le chiasme du vers 1 et du vers 2, et la notion de gémellité va se retrouver dans l'expression un second soi-même. C'est donc à la fois parce qu'ils sont jumeaux et parce qu'ils s'aiment que l'identification de l'un à l'autre va être aussi serrée. Le chiasme se poursuit, ce qu'elle veut pour lui, il veut aussi pour elle, mais en se poursuivant, il s'inverse aussi, puisque jusque-là nous avions Narcisse, sœur, sœur Narcisse, ici ce sera à l'inverse, hein, elle, lui, elle. Le chiasme se redouble évidemment d'un parallélisme, puisque l'idée de reflet ici va bien être convoquée. Parallélisme qui va être matérialisé par la virgule, qui fonctionnera plus ou moins comme une métaphorisation de l'écran de l'eau qui forme le miroir. L'identification se poursuit là encore avec l'idée de similarité, semblable qui va être répétée au vers 5 et au vers 6. La répétition aussi de l'idée de beauté, avec le mot beauté et l'adjectif belle. On retrouve du coup, comme dans le vers 1, l'idée d'une image différenciée, puisque cette répétition n'est pas une répétition parfaite, c'est une répétition qui va changer la catégorie grammaticale du mot. Répétition enfin de la notion de feu, que l'on avait déjà dans brûler, dans ardeur, et qui va ici s'expliciter avec le nom commun feu, nom commun qui est développé par une proposition subordonnée relative qui fait que l'un l'autre aime, proposition subordonnée relative qui explicite du coup le rapport topique entre le lexique du feu et le sentiment amoureux. On note évidemment que dans ce contexte amoureux, les rimes des quatrains sont embrassées. Cependant, et c'est là que je passe à ma deuxième partie, les quatrains ne fonctionnent pas véritablement ensemble, puisque nous avons la conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va montrer une rupture, et ainsi, si effectivement les rimes embrassées du premier quatrain pouvaient illustrer visuellement l'amour dont on parle, ici les rimes embrassées du deuxième quatrain, à cause de cette opposition traduite par mais, vont fonctionner plutôt comme un chiasme. Là encore, avec du coup cette répétition inversée, puisque à partir de ce moment-là, à partir du vers 7, on va sortir de l'épithalame, le récit amoureux, pour rentrer dans l'épitaphe, le récit de la mort. La sœur est première à qui la parque blême ferme les jeunes yeux d'une nuit éternelle. Plusieurs points d'intérêt ici. D'une part, évidemment, la référence à la parque, qui métaphorise le destin, elle ne pouvait pas échapper à sa propre mort. La mort qui va être métaphorisée par l'image de la nuit éternelle qui ferme les yeux. Deuxième point d'intérêt, eh bien évidemment les rimes qui vont être très signifiantes ici, contrairement au premier quatrain, puisque blême va rimer avec M, et éternel va rimer avec belle. Donc dans ce premier couple de rimes, les rimes internes, M et blême, on va avoir déjà cette notion d'amour tragique, puisque l'amour ne sera pas permis par le destin, incarné par la parque ici, mais en même temps, cette mort, à laquelle la sœur ne peut échapper, va aussi figer sa beauté de manière éternelle. Elle était belle et elle sera belle éternellement, puisqu'elle ne connaîtra pas la vieillesse. Je passe ainsi au premier tercet qui va reprendre plus ou moins la structure du premier vers, mais en l'éclatant. C'est-à-dire que là où Narcisse et la sœur étaient en lien déjà dans le premier hémistiche, ici Narcisse et sa sœur vont être rejetés chacun aux deux extrémités du vers. Narcisse est le début du vers 9, sa sœur est la fin du vers 9. Et entre les deux, il va y avoir l'eau qui va agir véritablement ici comme le miroir. Narcisse en l'eau se voit, y pensant voir sa sœur. Ce penser le repaît d'une vaine douceur qui coulait en son cœur lui amoindrit sa peine. Plusieurs points d'intérêt ici. Tout d'abord, le passage des rimes embrassées aux rimes suivies, puisqu'il s'agit ici de la suite de l'histoire. Une suite qui sera suspendue puisque on ne va pas aller jusqu'à la fin de l'histoire que tout le monde connaît, qui est la métamorphose de Narcisse en fleur. Donc c'est une suite, mais une suite suspendue. Autre point d'intérêt, l'idée de douceur qui, par l'usage du verbe couler, va peut-être aussi faire référence à sa statufication, sa pétrification, même si ici ce ne serait pas en pierre, mais plutôt en métal, puisque c'est le métal que l'on coule. Narcisse va se pétrifier comme une statue de bronze que l'on coulerait ici. Simplement, cette douceur est vaine, puisque, évidemment, l'image qu'il voit dans la fontaine n'est pas l'image de sa sœur. Ça n'est qu'une consolation possible, mais ce n'est pas la réalité. D'où l'idée de vanité ici convoquée dans l'adjectif antéposé. Ce qui me permet du coup de passer
à la dernière partie avec le dernier tercet, tout cela, tout ce rappel du mythe est en fait l'explication, l'explicitation d'une inscription, une épigramme posée sur une fontaine, c'est-à-dire ici une source, comme on a dit en introduction, puisqu'en fait dans ce dernier tercet va s'expliciter le titre. Il s'agit bien d'une épigramme de la fontaine de Narcisse, c'est donc une fontaine, une source, un lieu-dit qui porte le nom fontaine de Narcisse et qu'il s'agit ici d'expliciter. De lui son nom retint l'amoureuse fontaine. Ici la syntaxe va sans doute devoir être explicitée elle aussi. L'amoureuse fontaine retint de lui son nom, donc de lui de Narcisse. Il s'agit bien de l'explicitation du titre puisque l'amoureuse fontaine, c'est effectivement la fontaine de Narcisse. Et du coup, le complément du nom de Narcisse correspond bien au nom de celui dont on vient de rappeler l'histoire. Pour ce qui est des rimes, on continue de manière peu conventionnelle sur des rimes suivies, ce qui va signifier aussi le fait que nous sommes dans une suite chronologique, au-delà des siècles. Il s'agit ici d'expliciter l'héritage, la pérennité du nom de la fontaine. L'adjectif antéposé, amoureuse, subjectif donc, va être explicité par la suite dans les deux derniers vers, dans laquelle reçoit quiconque aimant s'y mire, quelque douce allégeance à l'amoureux martyr. On retrouve évidemment l'idée de douceur qui était déjà convoquée dans le vers 10, et l'idée d'amour qui est convoquée dans le vers 12, et qui signe finalement que ces vers en sont l'explicitation. Simplement, l'idée de douceur ici va s'opposer à l'idée finale de martyr, avec lequel il fonctionne plus ou moins en antithèse, comme si finalement le procédé de consolation était un procédé paradoxal. Dernier point d'intérêt ici, et qui sans doute recouvre la pointe du sonnet, l'usage des indéfinis, quiconque et quelque, et surtout le participe présent, aimant, qui ici est assez compliqué à expliciter, notamment en termes de fonction dans la phrase. Quiconque aimant s'y mire, aimant peut ici fonctionner en tant que complément circonstanciel de temps. Quiconque, au moment où il aime, se regarde dedans. Un complément circonstanciel de manière, s'il s'y regarde en aimant, il jurera allégeance. Ou peut-être, finalement, ce qui me paraît le plus intéressant, un complément circonstanciel de cause, s'il s'y regarde parce qu'il aime, qu'il jurera allégeance à l'amoureux martyr. Ainsi donc, en quoi cette épigramme lie-t-elle épithalame et épitaphe ? Nous avons vu que le poème en lui-même fonctionnait avec ces trois notions. Il y a quelque chose d'écrit effectivement sur la fontaine de Narcisse, et cette inscription va convoquer le mythe de Narcisse, mythe qui fonctionne à la fois comme épithalame, puisque c'est une histoire d'amour, et comme épitaphe, puisque c'est une histoire de mort. Mais en même temps, les deux, épithalame et épitaphe, vont se lier à l'intérieur de l'épigramme, puisque par l'explicitation de l'épigramme va se dessiner le paradoxe final, l'amoureux martyr, qui est finalement la conception de l'amour au XVIe, c'est le couple Eros et Thanatos. L'amour ne peut pas se concevoir sans la mort, d'une part, et il n'y a d'amour valable que d'amour malheureux, d'autre part. Et en cela, la notion de destin tragique, qui est présente dans le mythe de Narcisse, est bien une composante essentielle de l'art d'aimer du XVIe siècle. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter l'accord sujet-verbe du vers 3 au vers 6. Nous avons 7 verbes conjugués dans ces vers-là, et tous ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Je vais les traiter de manière thématique. Tout d'abord, le verbe vouloir, vers 4, va s'accorder à chaque fois, pour les deux occurrences, à son sujet grammatical qui est placé avant. Elle veut, il veut. Dans les deux cas, le pronom est de troisième personne singulier, ce qui explique l'accord à la troisième personne du singulier. Nous avons ensuite le verbe sentir et le verbe aimer, respectivement au vers 3 et au vers 6, qui vont se conjuguer à la troisième personne du singulier, parce que leur sujet grammatical est lui aussi placé avant, mais il en est détaché. Ce sujet grammatical, dans les deux cas, sera l'un, où l'un se sent en l'autre, et l'un aime l'autre. Dernier cas de verbe qui s'accorde avec un sujet placé avant, c'est le cas du verbe faire, au vers 6, qui s'accorde avec le sujet grammatical qui, pronom relatif, puisque nous sommes dans une proposition subordonnée relative, qui reprenant le nom commun feu. Donc feu est le sujet sémantique, et qui est le sujet syntaxique ou grammatical. Enfin, nous avons deux cas plus problématiques de verbes qui s'accordent bien avec leur sujet grammatical, mais le sujet grammatical se place après le verbe pour des raisons principalement de versification. Dans les deux cas, ce sera pour le verbe être, vers 5 et vers 6. De semblable beauté est cette couple belle, est s'accorde avec couple, donc troisième personne du singulier, et au vers 5, semblable est le feu, le verbe être s'accorde à la troisième personne du singulier, puisque son sujet grammatical est feu.